Bonjour Didier, Bonjour, Caro. je suis tellement contente que tu sois là avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Euh, donc moi je te connais comme pilote instructeur depuis ma plus jeune, Oh, ma plus jeune âge de pilote ah, de privé. pilote, oui, de pilote. En fait, si tu te souviens, tu as fait ma qualification de Robinson Air 44. Ouais, Et donc moi, je te connais comme pilote instructeur, mais tu n'es pas que pilote instructeur. non. Tu es un des trois instructeurs concepteurs de cette magnifique machine qui est derrière toi. Ouais. Euh, Explique-moi un petit peu de toi, parce que je te connais que comme un instructeur. Dis-moi un petit peu ton métier. Hum, Alors, mon métier, j'en ai beaucoup, donc on va rester sur celui de l'aéronautique. Et pour parler effectivement de ce simulateur, c'est de te parler surtout, pour moi, des deux autres. C'est-à-dire D'accord. qu'on va commencer par Jérôme, euh, que j'ai vu arriver en tant que pilote, élève pilote, comme toi quand tu es arrivé à Villefranche. Et c'était un pilote doué, parce que c'est un ingénieur doué en informatique, et un passionné d'aéronautique. Et j'ai été très surpris quand j'ai volé avec lui de sa qualité de pilotage, alors qu'il était très jeune pilote. Quelqu'un de doué, Mhm. pour moi. Un Et naturel. hein, Un naturel. oui, mais en fait, quand tu pioches, quand tu creuses un peu derrière, eh ben, il s'est avéré qu'il était doué, mais parce qu'il travaillait beaucoup. D'accord. Et il travaillait beaucoup, sa passion d'aéronautique alliée à sa passion d'informatique, il s'était réalisé lui-même son simulateur pour pouvoir s'entraîner. D'accord. Donc déjà à Donc, l'époque. déjà à l'époque, Mm. chez lui, pour pouvoir s'entraîner, et puisque ça coûte cher quand même les heures de vol, eh bien pour pouvoir s'entraîner, il avait créé son premier simulateur pour lui personnel, D'accord. qui nous a présenté ici. Il est venu au club et il a voulu le présenter parce que bah, il était content de ce qu'il avait fait. Je l'ai essayé et comme la plupart des simulateurs, je n'ai même pas réussi à mettre en stationnaire et je trouvais ça mais inintéressant, inutile et voilà. Mais chez lui, ça avait bien marché. Alors pourquoi je disais inintéressant, inutile? Parce que d'abord, j'y arrivais pas, donc c'est frustrant Oui. pour un pilote instructeur de ne pas arriver à tenir la machine. Et que ces commandes de vol qu'il Mm. avait fait pour voler sur le simulateur, donc c'est pas lui qui a réalisé le logiciel, parce que les logiciels X-Plane, Fly Simulator, etc., ça existe depuis longtemps, surtout pour l'avion. Et quand on a eu des modèles de vol en hélicoptère, ils étaient très 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 sensibles, trop sensibles. Et les commandes de vol aussi qu'il avait fabriquées étaient trop sensibles. Pour nous, pilotes, elles ne reflétaient pas réellement la Mm. réalité. Donc c'était beaucoup de surcontrôle. Oui, Oui. énormément. Mm. Impossible enfin pour moi, impossible de tenir le stationnaire. Bah, D'autant c'est comme plus, ça que moi j'ai connu les simulateurs bien avant. sûr, et d'autant plus que le champ de vision est restreint. Mm. C'était un petit écran de Oui. PC. Oui. Donc il faut te focaliser, tu ne peux pas regarder à droite à gauche, tu n'as pas de sensation. Donc pour moi, c'était. Il est venu ici, il a essayé de le faire essayer lors d'une AG. Enfin, pour Oui. moi, aucun intérêt. Et Il y a eu plusieurs personnes qui ont essayé. oui, oui, Oui. oui, C'est la c'était même assez chose. difficile, pas beaucoup de succès. D'accord. Mais Jérôme a passé son brevet de pilote avec brio, avec peu d'heures. Mm. Donc lui, ça lui a énormément, énormément servi. Mm. Et comme il était passionné, il a continué à travailler sur son simulateur pour le perfectionner. Un jour, je suis allé chez lui, et là, ça a commencé à devenir un peu plus intéressant parce que de quelque chose qu'il avait créé pour être assis sur un siège de bureau, en arrivant dans son salon, je me suis retrouvé pratiquement dans le cockpit d'un R-22. Mhm. Il avait, pour s'entraîner pour le pilote professionnel, là, les boutons, enfin pour la mise en route, tout. Donc, c'était vraiment presque un cockpit qu'il avait fait. Et les commandes de vol commençaient à devenir plus intéressantes. Il avait mis
comment dire, des renforts, enfin des amortisseurs pour que effectivement, quand on tire sur le poste général, ben, il y a un petit peu ce qu'on a dans un vrai hélico. Les commandes, le cyclique ressemblait plus déjà à des commandes et on était assis dans un siège un petit peu comme on a aujourd'hui dans le simulateur. Donc là, c'était plus intéressant, mais on avait malgré tout le champ de vision qui était relativement restreint. Petit écran. Et donc, j'arrivais quand même à mettre en stationnaire, mais très vite, je ne supporte pas les simulateurs, donc très vite j'étais malade. Donc, pour la formation examinateur à Angoulême, là, chez HU, on a un gros simulateur avec une vue panoramique, c'est un dôme, les vues à 180, même là-dedans, les commandes sont bonnes, hein, parce qu'ils sont chers ces simulateurs, ils sont agréés, mais je suis malade, je ne peux pas. Donc pour moi, le simulateur, j'étais un petit peu de côté. Jusqu'au jour où Jérôme nous a invités avec Nicolas, chez lui, pour essayer son simulateur en réalité virtuelle, parce que c'est lui qui l'avait fait. Nous y sommes allés, aussi bien Nicolas que moi, avec nos garçons, qui n'ont pas le même âge. Juste pour dire, Nicolas, c'est le troisième. C'est le troisième, pardon, oui, c'est le troisième instructeur. Puisque, qui est aussi pilote-instructeur. Pilote-instructeur. D'accord. Entre-temps, oui. Quand il nous a présenté, Jérôme était pilote professionnel, avait réussi son stage d'instruction et nous avait rejoint dans la team chez Copter en tant qu'instructeur. D'accord. Donc, en gros, on a tous 10 ans d'écart. Je suis le plus vieux, Nicolas au milieu et Jérôme est le plus jeune. Mais à peu près, on a 10 ans, donc ça fait 3 générations. Et il nous a invités pour nous montrer son simulateur. Et là, quand on s'est assis avec le casque de réalité virtuelle, nous, je veux dire qui avons l'habitude aussi quand même un peu de voler, non seulement on était bien, on a réussi à tenir le stationnaire, on a réussi à décoller, on a pris du plaisir et on n'avait pas envie de lâcher, de passer le casque à un autre. Ouais. Et quand nos gamins se sont mis dedans, on avait le retour sur l'écran, on a pu les corriger, on a pu un petit peu les aider. Et tout de suite, on s'est dit, c'est un fabuleux outil pour pouvoir apprendre à moindre coût et faire découvrir. Il manquait une chose, ce qu'on fait en règle générale, c'était la double commande. Ouais. Et là est né le projet de se dire, le simulateur en réalité virtuelle, vraiment, ça peut apporter quelque chose. Le simulateur en réalité virtuelle, vraiment, c'est un outil pédagogique, mais il faut qu'on puisse le faire en double commande. Ouais. Donc là, on a commencé à regarder sur Flight Simulator comment on pouvait, enfin c'est surtout Jérôme qui a regardé sur Flight Simulator comment on pouvait avoir 2 PC, un pour chaque casque, puisqu'il faut que le deuxième casque participe au même vol. Ce n'est pas 2 vols différents. Ouais. Donc on a 2 PC, un PC maître, le PC du pilote, et un PC SLAV qui renvoie les informations de la réalité virtuelle et du vol dans le deuxième casque, donc à celui de l'instructeur qui peut du coup voir les erreurs, contrôler, corriger à la voix, et voilà. Donc c'est comme dans un vrai hélico où il y a chacun à sa commande de collectif cyclique. Là pour l'instant, la première question c'était de savoir est-ce qu'on peut participer au même vol. Donc ça, on a trouvé sur Internet et Jérôme a pu le faire. Il nous a dit, oui, c'est possible. La deuxième question, on avait pour l'instant, Jérôme avait un modèle d'une commande. Et là, c'est de se dire, il faut 2 commandes. C'est pas la même tringlerie que dans les vrais hélicos, parce qu'il y a des capteurs pour donner l'information à l'ordinateur maître, qu'on est en train de tirer sur le pas général, qu'on est en train de bouger le cyclique, etc. Donc là, le deuxième travail a été un travail plus de Nicolas et de Jérôme aussi sur l'aspect mécanique, comment faire 2 commandes liées qui répondent en même temps, qui bougent qu'un seul capteur, et puis de créer cette ossature. Donc en fait, réellement, les 2 concepteurs, c'est Jérôme
et Nicolas. Moi, j'apporte juste un peu plus de connaissances, enfin, non, je ne veux même pas dire de connaissances, sur le côté instruction, et après, sur l'organisation et si le modèle peut être commercial, si on monte la société, voilà. Donc toi, c'est plus l'homme d'affaires dans l'histoire. L'homme d'affaires, non. Ou l'instructeur. Voilà, je suis la petite main parce que je suis informaticien aussi, donc je peux comprendre ce que fait Jérôme. Je suis le backup des deux. Je suis aussi, Jérôme est très bricoleur aussi, mais parce que tout ça, on l'a fait c'est comment il s'appelle, Nicolas, qui avait les tubes, ils ont fait les plans, il a percé, on a soudé, on a peint, voilà, donc c'est vraiment du homemade et c'est la version bêta test. D'accord. C'est même pas la version numéro 1, c'est le prototype pour le présenter, pour déjà avoir le retour de nos pairs, d'autres professionnels, d'autres pilotes. Est-ce que c'est intéressant? Et a priori, pour l'instant, tous ceux qui l'ont essayé ont trouvé ça quand même pas trop mal. Ce qui confirme notre Moi, je notre peux idée. confirmer que Voilà. moi, ça fait plusieurs fois que j'ai volé dessus maintenant et j'ai vraiment l'impression d'être dans le cockpit. Il y a des petites différences, parce que bon, il y a pas les sensations. Il y a quelques petites sensations et je trouve j'ai volé sans le bruit et avec le bruit. Et le bruit, ça joue énormément, juste avoir le son de l'hélico. Tu as réussi à mettre les vibrations sur le siège? J'ai eu une fois les vibrations. Ça, c'est les petits couacs qu'on a informatiques. Voilà, mais honnêtement, c'est tellement vrai qu'effectivement, le cerveau croit qu'on y est. Et si on fait une manœuvre où on essaye de cracher l'hélico, on a le petit coup d'adrénaline. Et surtout, moi, je suis bien malade. Parce que comme l'oreille interne n'a pas les sensations de jet d'un vrai hélico, très vite, je suis malade dans cette machine. C'est ce qui nous manque à tous, c'est cette oreille interne et ces mouvements. Mais je trouve qu'on s'adapte rapidement quand même. Et à force de voler, quelque part, ce que je dis aux élèves, c'est-à-dire que plus on est doux aux commandes, plus les variations sont douces, même dans les virages, même en vrai, moins notre oreille interne subit. Donc si tu es doux ici, tu n'es pas malade parce que du coup, ton oreille interne, elle est très peu faussée. Ce que je veux dire par là, je prends un exemple tout bête. Tu connais, tu le sais comme nous, on fait des exercices de mise en autorotation. Et quand on fait nos exercices de mise en autorotation, où on baisse le pas brusquement, rapidement avec nos élèves, tout le monde dans la machine peut avoir un petit haut le cœur. Parce qu'on a une variation brutale et donc l'oreille interne sent. Voilà. Nous aurons l'occasion, moi j'adore, et je peux faire une mise en autorotation. Tu n'as pas de haut le cœur. Non. Je n'ai pas encore essayé. Non, mais je ne parle pas ici, pas en réalité virtuelle, en vrai. En vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, tu ne la sens pas. Oh. Voilà. Le passager passager ne la sent pas. C'est vrai que j'ai déjà eu des élèves qui disaient « Oh, je m'attendais à plus que ça voilà. », surtout en 44. Voilà, en 44. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur un pilotage doux, accompagné, tu vas te laisser embarquer dans le simulateur sans être malade. Effectivement, moi aussi, quand je donne des cours en simulateur, sur certains pilotes, au bout d'un moment, je commence à être malade. Mais parce que c'est normal, il faut qu'apprendre, et que les variations sont trop importantes pour l'oreille interne qui ne bouge pas. Ensuite, dans une version peut-être supérieure, un jour, pourquoi pas, mais techniquement, Jérôme sait déjà le faire, c'est-à-dire que il avait un petit modèle de maquette 3D d'un siège sur vérin, et chaque fois qu'on bouge le cyclique, on fait les inclinaisons, ça bouge. Donc on a déjà étudié, on est à l'étude de dire toute cette plateforme-là, on la met sur une plateforme avec 3 vérins, et on a des petites variations pour commencer à avoir, pour
éviter que l'oreille interne soit trop perturbée et qu'on soit malade. Ouais. La solution technique, on sait qu'elle existe. Après, il faut qu'on puisse la mettre en pratique et qu'on la mette en pratique à un coût raisonnable. Ouais. Parce que tout, pour nous, tout est une question de coût dans ce projet-là. Ouais. Pourquoi ? Si on regarde, en Suisse, on a un simulateur de Robinson, je crois, R22, en réalité virtuelle, qui est agréé. C'est vrai. On peut faire 5 heures de sa formation dessus. Oui, puisqu'il est agréé. Nous, Ouais. pas. Pas encore. Non, on ne cherchera pas. D'accord. On ne cherchera pas. C'est pas C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif c'est de quoi la l'objectif certification. Parce que la certification coûtera beaucoup trop cher et obligera de vendre le matériel beaucoup trop cher. Pourquoi ? Et si l'heure de vol devient trop chère, après il y a Aucun moins intérêt. l'intérêt. Ouais. Aucun intérêt. Là, l'objectif, alors là, je vais dire plus pour moi, parce que c'est moi qui ai un peu plus ces visions-là. Je peux me tromper, hein, mais donc d'abord, c'est un outil pédagogique supplémentaire. Donc il faut qu'on puisse s'en servir à moindre frais. Et justement, il ne fait pas beau, on fait certaines choses. On a des limites, on le sait. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir, même si je travaille ma navigation, ce qu'on peut très bien faire, et je ne vais pas pouvoir voir en même temps, parce que je suis dans mon casque, ma plaquette et ma nav qui est tracée sur ma carte. Donc ça, ok, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, un pilote qui n'a pas bien l'habitude de tourner autour ou de retrouver Belleville ou des choses comme ça, eh ben, il peut, grâce à ça, quand même, prendre des points de repère, se dire, voilà, là, parce que le relief, il sera toujours bon. Donc, si j'arrive près du relief, j'apprends à repérer le Mont Brouilly avec la Chapelle, et je sais qu'il y a le château de Pizet et que le terrain, il est à côté. Donc, ça, se familiariser avec un environnement est très intéressant. On a des pilotes qui veulent aller, par exemple, en montagne. Si je veux me poser à Megève, non, à Courchevel, pardon, c'est encaissé, etc. D'y aller une première fois, ou 2 fois, ou 3 fois avec le simulateur, bah, tu vois le relief, tu sais comment tu vas le prendre. Quand tu arrives sur place, Ouais, c'est pas une découverte. c'est déjà à peu près connu. Ouais. Voilà. Et tu retrouves tes points de repère. Et tu dis, ah oui, on avait travaillé l'approche de telle manière. Voilà. Donc c'est un outil pédagogique supplémentaire, bien ciblé pour certaines choses. Faire du changement de cas de vol, voilà. On prend une voie ferrée, voilà. On n'a pas besoin d'être réellement en l'air pour faire du changement de cas de vol. On peut le faire là-dessus. Manœuvre, oui. Entraînement des tours de piste sur Bron, les points de repère. Alors, les maisons, ce n'est pas exactement les mêmes, mais les rues, les axes, le canal ou l'autoroute, ils y sont. Donc, on peut s'entraîner à faire des choses comme ça. Bah, je peux confirmer que les maisons ne sont pas pareilles. Non, parce que je suis allée me poser chez moi. Non, en fait. Mais j'ai trouvé ma maison. Ah, Vue oui. d'en haut, je l'ai trouvée. Voilà. Bon, elle ne ressemblait pas à ça quand j'étais dans mon jardin, mais effectivement, c'est très réel. Aujourd'hui, là, on est, et c'est pour ça que c'est différent de pouvoir l'homologuer, le référencer, c'est que nous, on est dépendant de l'outil qu'on a choisi, qui est X-Plane. Là, on est sur la version 11, il faut qu'on passe sur la version 12. Donc là, on est dépendant du logiciel et du développement du logiciel et du développement des profils de vol et de type d'hélicoptère que le logiciel nous propose. On n'a pas les moyens de développer nous-mêmes et on n'a pas les moyens de dessiner ou de travailler sur une zone précise. Donc, on sait que X-Plane et la plupart des simulateurs sont faits pour voler haut, pour des avions. Et donc, la définition des aérodromes, plus ils sont gros, plus elle est précise. En revanche, les avions ne se posent pas dans les champs. Donc tout ça, voilà. On peut le faire quand même, mais du coup, quand on se rapproche, le grain, la définition de l'image est moins bonne. Donc c'est plus difficile pour nous de juger de la hauteur. On peut se poser en campagne, mais c'est un petit peu plus délicat.
on voit moins bien que si on se pose sur une piste où là on peut vraiment juger de la qualité de la hauteur. Sur la piste de Bron, on a les lumières au milieu, enfin voilà, parce que c'est fait plus pour les avions. Donc quand on se pose sur des terrains qui sont définis, on a une bonne définition. Si on se pose à l'extérieur, voilà, on n'a pas une bonne définition. Tu veux passer à travers les tours de la Part-Dieu, tu vas voir que tu vas passer à travers la tour. Elle n'existe pas, pour ça qu'on ne peut pas non plus se poser sur des toits d'immeubles, parce que c'est juste une image et il n'y a pas de hauteur et de profondeur. Ok. Mais bon, ce ne sont pas des choses qu'on fait non, en formation de toute façon. Alors, donc, le premier objectif, puisqu'on parlait des objectifs, c'est effectivement un outil pédagogique. Et pour moi aussi, c'était un véritable outil de promotion pour l'hélicoptère et pour le vol en règle générale. Aujourd'hui, quand quand je vole ici, à chaque fois, je suis admiratif de ces personnes qui viennent avec leurs enfants derrière les grillages et qui regardent des avions, des hélicoptères. Chaque fois que je peux, je me rapproche avec un hélico, quand je suis avec un élève ou un pilote, je me rapproche pour leur faire coucou. Parce que pour moi, il faut motiver ces jeunes, leur donner envie de continuer ce rêve et de voler. Malgré tout, on sait que ça a un coût. On vend. On en fait quelques-uns. Il y a des gens qui se payent des baptêmes de l'air et il y a plein de sociétés qui le font. C'est très bien et il faut que ça continue. Mais malgré tout, même là, c'est pas donné à tout le monde. Là, c'est pas pareil, mais c'est déjà un premier goût qu'on peut donner aux gens. De faire un petit vol, soit de toucher les commandes parce qu'on est en double commande et on peut les accompagner pour les initier, mais aussi de faire des vols complètement découvertes où on leur met le casque de réalité virtuelle et on va pouvoir les promener. Et l'intérêt aussi, c'est de découvrir des régions dans lesquelles on n'irait pas. Je prends un exemple précis, même si je suis resté un peu sur ma faim et un peu faussé, mais malgré tout, j'ai pris plaisir à le faire. Je n'irai jamais faire de l'hélicoptère dans le Grand Canyon, ou vers les chutes du Niagara, etc. Là, j'ai demandé à Jérôme de me télécharger la carte. On a la carte du Grand Canyon. Je suis allé faire un peu à l'intérieur du Grand Canyon, du Radada, et de m'amuser. Voilà, c'était ludique. C'est une façon de voyager. C'est difficile pour nous d'ici, de Bron, d'emmener des gens sur le Mont Blanc. On a certains pilotes, mais parce que malgré tout, on est loin. Là, quelqu'un qui passe, il peut dire, tiens, je voudrais faire un petit vol découverte et je voudrais voir ce que ça donne, ce que ça pourrait donner. Alors, déjà, pour aller sur le Mont Blanc, nous, avec nos machines et les Robinson, il faut des conditions parfaites. Alors, il faut des bonnes conditions et il faut du temps pour y aller, donc ça coûte très cher. Ici, on se met sur le simulateur, on décolle de Megève et puis on fait le tour du Mont Blanc. On programme des météos parfaites. On programme la météo parfaite, donc on peut le faire en tout temps. Donc, ça peut être un outil de promotion et de découverte. Un papa qui vient faire à qui on a offert son baptême de l'air, et il a envie de faire découvrir à son fils. Il est jeune, ça coûte cher, il le met dans le simu et il n'y a pas de souci. Voilà, moi je le voyais un petit peu comme ça. Après, il y a l'après. C'est-à-dire que là, on est sur le côté un petit peu ludique, mais toujours aéronautique. Mais on est sur des PC, on est sur des logiciels qui existent aussi du marché, on peut être sur du jeu. Donc ça, c'est la partie Nicolas. Et Nicolas, déjà dans sa tête, il a la version 2 places, voire 3 places, c'est-à-dire avec un 3e poste. Et lui, il veut faire du combat aérien. Donc la partie, on part, on a une mission, il y a le pilote, le copilote et derrière le gunner voilà, parce qu'il y a une mission. Les logiciels existent. Donc il n'y a plus qu'à adapter la structure pour pouvoir le jouer. Pourquoi pas il existe, je ne sais pas si tu as déjà fait en réalité virtuelle au Parc OL,
ça s'appelle Vortex, où on par équipe de 6, on a des sacs à dos, on a notre PC derrière, on a des sortes de fusils, et à 6, on rentre dans le... Alors eux, ils ont développé leur propre jeu, mais on rentre dans le jeu de réalité virtuelle et on tue des zombies. Donc aujourd'hui, la réalité virtuelle arrive de plus en plus. Donc on peut le faire d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue découverte, comme quand on allait avant dans les fêtes foraines avec faire des vols à 180. Et ben là, maintenant, c'est la réalité virtuelle. Il y en a beaucoup qui le font en réalité virtuelle pour faire des découvertes. Moi, j'ai fait à Lyon la visite des pyramides parce qu'ils avaient un site et c'est super. Oui, c'est pas les vraies pyramides. Mais c'est lucratif, enfin c'est pédagogique parce que j'ai appris énormément, on apprend énormément de choses et en même temps j'avais l'impression d'y être. Et j'ai fait ça en un après-midi à faible coût, que de prendre le billet d'avion, d'aller là-bas, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Mais ça m'a donné envie peut-être d'y aller. Voilà. Donc, et le côté aussi jeu, pourquoi pas, avec des gunners, tout ça. Donc il y a encore plein de perspectives, on en est au début. J'imagine que vous avez eu, cette version qu'on voit là, il y a certainement eu des obstacles, des petits... Alors oui. Les obstacles, ça a été surtout d'un point de vue technique, entre ce qu'ils pensaient faire, réaliser sur plan, parce qu'on n'est pas non plus des super, c'est pas notre métier, hein, donc ce qui marche sur plan et quand tu essayes de le faire, que tu fabriques la pièce et que tu essayes de la mettre et tu dis ah non, ça passe pas. Donc oui, sur les commandes de vol surtout qui sont assez sensibles. Alors pourquoi? Parce que d'abord il fallait aussi de la robustesse. Parce que quand on est dans un hélico et que tu es avec ton pilote et qu'on est dans un modèle, on sait que ça coûte cher, de gens précautionneux. Oui. Quand tu es ici et que c'est les enfants, que tout le monde, donc il faut être un petit peu plus robuste, il faut que ça vieillisse quand même correctement. Et déjà là, on s'aperçoit que ça fait quoi, un an et demi, que les commandes de vol commencent à prendre un petit peu de jeu. Ça, c'est le côté mécanique, donc il faut qu'on trouve des solutions. Pas forcément pour celui-ci, mais pour la commercialisation. Si on veut commercialiser quelque chose un jour, ben, il faut que ça soit fiable et il faut qu'on puisse avoir un retour. Donc c'est là où c'est pas facile à gérer. Mais voilà. D'accord. Et là, tu fais partie de notre équipe sur notre projet Hélipilote 2.0. Ouais. Que je trouve super comme projet, comme idée, et parce que ça va dans le premier, moi ce que je voulais, c'est-à-dire un outil pédagogique. Et voilà, donc moi ça me plaît beaucoup. Donc nous on essaye de voir, enfin le but de cette série de vidéos, c'est de voir si c'est vraiment, de prouver que c'est un outil pédagogique. Si on peut déjà apprendre un certain nombre de choses de base sur un simulateur, effectivement, on va réduire notre temps de vol réel parce qu'on a déjà acquis des bases. Donc, alors, aujourd'hui, on parlait enfin pas les contraintes techniques qu'on a eues, etc., et les freins à ce projet-là. Le frein principal à ce projet-là aussi, puisque nous on ciblait le côté pédagogique, qui nous sommes convaincus, c'est d'arriver à convaincre les autres. Et quand on va éventuellement discuter avec des plus anciens, avec des clubs et autres, les gens nous disent mais le vol, rien ne remplacera le vol. Je suis d'accord. Mais pour moi, hein, c'est un peu enfin, pas prétentieux, mais pour moi, les gens oublient trop souvent par où ils sont passés. C'est-à-dire que nous, on sait piloter. C'est facile. Donc quand on apprend, on essaye d'apprendre du mieux qu'on peut, mais on a oublié la difficulté que nous-mêmes avons peut-être eu un jour et comment on a bataillé pour acquérir. Maintenant, c'est facile, c'est de l'automatisme, on sait faire. Mais avant, c'était dur. Donc, on n'est pas tous égaux de ce côté-là. Il y a des gens, tu vas les mettre dans une machine, tu leur expliques 3 fois, c'est bon, c'est capté. Puis il y a des gens,
il faut leur répéter peut-être plus souvent. Il faut leur laisser assimiler, s'entraîner, le faire. Le geste, à la fin, ça sera le même, mais il faut qu'ils le refassent. À l'heure de l'heure de vol, au coût de l'heure de vol, ça peut, pour certains, être très cher, et ça s'arrête là, parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est pas qu'ils n'ont pas les compétences, c'est qu'ils n'ont pas le temps nécessaire pour le faire, ou l'argent. Souvent, en vol, on a des élèves qui nous disent j'avais du mal à me concentrer parce qu'il y a la radio, et surtout ici, sur un aéroport comme Bron, il y a énormément de circulation, de charge, de trafic, et la charge radio, elle est très importante. Bien sûr. Donc là, si on peut enlever la radio, déjà pour se concentrer sur l'exercice au départ, après, une fois que c'est maîtrisé, se mettre dans le cas réel, je pense que ça peut aider. Ça n'enlève en rien des heures de vol au club, d'accord. Ça ne fait que permettre à certains pilotes, ceux qui le désirent, de s'entraîner un petit peu plus, de se perfectionner, parce qu'en plus, moi je m'aperçois quand même que même si on essaye de mettre des amortisseurs de ci, de là, il est quand même aussi encore un petit peu sensible, par rapport au vrai retour de force qu'on a dans la machine. Mais malgré tout, donc ça permet à avoir un pilotage fin, d'avoir, ce qui est très important pour moi aussi, le circuit visuel des contrôles, parce qu'on a la chance d'avoir un modèle de vol R44, donc on se retrouve dans le même cockpit que notre R44, donc les instruments sont passés au bon endroit, et tout cet environnement, si on s'entraîne, il devient familier, et quand on rentre dans la vraie machine, eh ben on n'a plus qu'à réadapter un tout petit peu sur des sensations, sur des choses. Donc je pense que oui, on peut gagner beaucoup de temps. Pas surtout, pas surtout. La prise de décision, on ne va pas s'amuser, enfin pour moi, je trouve que ça serait une bêtise, on ne va pas s'amuser à faire du travail en campagne, avec du vent, et ci et là, c'est pas le but. Le but pour moi, c'est vraiment la base du pilotage. Et là, oui, on peut initier, donner envie et permettre de s'entraîner. J'aime bien quand tu dis adapter, parce que moi, je me rappelle, il y a 10 ans, les instructeurs disaient « Oh là là, j'ai un nouvel élève, il vole sur simulateur. Je dois passer 5 heures de le déprogrammer pour qu'il réapprenne sur le vrai. » Ça, c'était il y a 10 ans. Mais je trouve que ça a tellement développé depuis qu'aujourd'hui, on a plutôt... moi, j'ai eu un cas récemment, un élève qui a un simulateur chez lui. Bon, ce n'est pas le virtuel réalité, mais il est sur écran, mais il a quand même les commandes. Pour lui, effectivement, moi je trouve qu'il a fait sa formation très rapidement. Il s'est très vite adapté. En fait, même le premier vol qu'il a fait, il était surpris il a dit « Oh, ça bouge !» Mais c'est la seule différence qu'il a trouvée, c'était que ça bougeait. Alors moi, j'ai deux exemples. C'est pour ça que je vais mettre un petit bémol. J'ai deux exemples de pilotes qui n'avaient pas volé depuis très longtemps. Un qui était de passage et qui avait peu d'heures de vol, vraiment peu. Donc j'étais sur mes gardes. Et dès la première mise en stationnaire, bon, bien, parfait. Enfin, pour son nombre d'heures de vol, je trouvais que c'était un bon pilote. Ouais, et puis on descend et j'ai posé 2-3 questions, savoir s'il était pilote avion, s'il avait d'autres. Il me dit non, mais j'ai un simulateur, je vole beaucoup sur un simulateur chez moi. Ah, d'accord. Donc, ça peut être aussi, pour des gens qui, pendant un temps, ne peuvent pas voler, une manière de s'entretenir. Quand on a de la mauvaise météo, on ne peut pas voler pendant 3, 4 mois, 5 mois, eh ben, on garde. Moi, j'aime bien venir ici, comme cet après-midi. Je vais aller me promener, je vais me faire un petit vol de 3/4 d'heure, 1 heure, découvrir une région. J'aime bien aller dans les Alpes, je ne connais pas tous les coins. Eh bien, je vais prendre mes points de repère. Donc, j'aime bien me promener. Alors que j'adore voler aussi. Oui. Mais voilà. C'est pas toujours possible. Ça peut être aussi une manière de s'entretenir. En revanche, et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, ici, en réalité virtuelle, on est dans le cockpit. Et j'ai un pilote qui aussi est revenu depuis après 15 ans d'absence, je crois,
et qui volait bien. On n'a pas mis trop de temps à retrouver ces marques en AR44. Mais quand même, il a toujours un petit défaut, voilà, qui me gênait. Mais j'essaie de le corriger, mais j'arrivais pas forcément à comprendre d'où venait ce défaut. Et puis, dernièrement, il avait oublié la carte essence. Bref, ça faisait un moment qu'il me demandait de passer chez lui. Là, je suis allé chez lui pour récupérer la carte d'essence qu'il avait oubliée. Et il me montre son simulateur. Et là, j'ai compris. Ah. En fait, dans son simulateur, lui, il a son simulateur avec lequel il vole très bien. Hein. Ce que lui, il fait, moi, je ne suis pas capable de le faire. Ouais. Tout simplement parce que dans son simulateur, alors qu'il a les commandes, il a son fauteuil, il a tous les commandes, mais il n'a pas mis, il a plein d'écrans, mais il n'a pas mis la vue de l'intérieur du cockpit. Mais il a vu légèrement extérieure de l'arrière, donc il pilote, comme les pilotes de modèle réduit, il pilote sa machine. Et il n'est pas à l'intérieur et il voit. Et là, au décollage, il n'y a pas de souci, il fait un beau décollage. Mais je te promets que même quand lui fait son décollage et que tu es toi à l'intérieur de la machine, tu as l'impression qu'il est sur le nez. Parce que lui, il voit la machine, mais il ne voit pas la sensation. Et chaque fois qu'on partait en décollage, je trouvais qu'effectivement, il avait trop d'assiettes à piquer qui rasaient un peu trop vite. Voilà. Donc, selon comment on utilise le simulateur, et c'est pour ça aussi que même les élèves que nous avons et qui viennent s'entraîner sur le simulateur, il faut qu'au départ, si ce sont des élèves, hein, je ne parle pas des pilotes, mais au départ, il faut qu'ils soient encadrés par l'instructeur. C'est l'avantage ici. L'outil le permet. Que l'instructeur leur donne des exercices à réaliser, comme en phase d'instruction, et que l'instructeur contrôle et valide de temps en temps sur le simulateur ce qu'il réalise. Parce qu'on est tous pareils, on se dit, c'est bon, j'y arrive, je sais faire. C'est bien d'avoir un œil d'un instructeur pour valider, je pense. Hein. Mais, parce que sinon, après, on peut prendre des dérives. Et comme disaient les anciens, après, il s'est tellement habitué à son simulateur qu'il faut qu'il arrive à désapprendre pour reprendre Tout à fait. de bonnes habitudes. Voilà. Donc l'avantage ici, c'est vraiment qu'on a la place instructeur et on a l'instructeur dans le vol avec nous. Pour moi, c'est tout l'intérêt de la chose. Alors maintenant, effectivement, on a pensé aussi, si jamais on arrive à une commercialisation, parce qu'on a plein de copains pilotes qui ont leur propre simulateur aussi chez eux, qui volent sur Flight Simulator de la même manière, qui ont acheté leur commande sur Internet, voilà, ils se mettent sur leur bureau, ils se sont fait un petit coin dans leur bureau, sur leur siège de bureau, et ils font leur vol parce qu'il ne fait pas beau, parce qu'ils veulent entretenir leurs compétences, etc. Donc, on a pensé aussi à faire une version monoplace pour ces personnes-là qui, au lieu d'acheter des bouts à droite à gauche, achètent le tout fait, le pack. Voilà, on a tout fait, on a choisi les PC, on a tout choisi, etc. Ils sont sur des installations et que et on bien garantit, adapté, et si jamais il y a un problème, on fait la maintenance, la hotline, etc. Donc ça, c'est le modèle économique qu'on voudrait éventuellement proposer. Super. Voilà. Tu sais tout. Je sais tout. C'est parfait. Et donc, comment vont nos jeunes pilotes? Comment eux, ils réagissent? Parce que ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que nous, on est pilotes, donc on dit, ah ouais, c'est bien. Entre nous, on se dit, ouais, c'est bien, ça ressemble à la réalité. Mais eux, qui découvrent, comment ils découvrent ça alors? Ah ben, ils adorent. Et c'est vraiment, non seulement les élèves, mais les parents. Les parents aussi. Il y a même un papa qui a acheté, c'était juste une application sur son iPad, une application de vol parce qu'il veut s'entraîner aussi. Il commence à comprendre les commandes, etc. Et il a hâte de faire. Mais tu ne lui as pas proposé à tout moment? Donc moi, avant cet été, parce que là, il ne m'a pas recontacté, mais j'avais un pilote qui venait une fois par semaine, un ancien pilote qui n'est plus pilote, qui venait une fois par semaine prendre son cours parce qu'il voulait savoir et apprendre à piloter un hélicoptère. 87 ans.
why not? Donc ce papa, il faut qu'il demande que ce soit moi, que ce soit toi, peu importe, hein, mais c'est ouvert à tout le monde. Venez l'essayer, venez prendre des cours. Parfait. Je fais de la pub. Bah, il faut, on est là pour ça. Non, mais voilà, je pense que enfin, j'espère que ça va ouvrir de nouveaux horizons. Je parle de la réalité virtuelle parce que voilà, parce qu'on est dedans, quoi. C'est clair, ça arrive à toute vitesse là. Mais c'est bien, c'est parfait. Donc, t'as tout ce qu'il faut? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Donc merci Didier pour d'avoir pris de ton temps pour nous expliquer un petit peu de rien, c'était un l'origine de cet simulateur. Et de toute façon, on se voit très prochainement parce que tu vas piloter avec nos élèves. Oui, alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Moi, ça m'intéresse de voir aussi de temps à autre leur évolution. J'étais là à la première séance. Après, selon mes disponibilités, je vous accompagnerai avec grand plaisir. Et j'ai hâte aussi de voir leur évolution, de répondre à leurs questions. Et puis de suivre l'instruction aussi, la tienne, voilà, de voir comment tu le fais. Parce que pour moi, quel que soit le domaine, hein, parce que je ne suis pas instructeur qu'en hélico, j'étais aussi formateur en informatique, on doit, en tant qu'instructeur, se nourrir d'abord du retour de nos élèves, quels qu'ils soient, et se nourrir des autres instructeurs, quels qu'ils soient. Parce que si on ne se remet pas assez en question, on reste dans ce qu'on sait faire, dans la facilité, et au bout d'un moment, on prend aussi, nous, des dérives. Donc, pas de se confronter, j'aime pas le terme, mais de regarder le travail des autres nous permet de temps en temps de prendre une idée, de dire « Ah, la manière dont Caro explique ça, c'est super, ça me sert ». Moi, j'adore tes vidéos que tu as fait sur les phénomènes dangereux, je les ai regardées et je m'en sers souvent de certains petits trucs qui étaient des évidences pour moi, mais je me dis, bah oui, c'est bien de l'expliquer sous cet angle-là. Et voilà, donc j'ai hâte aussi, puisque ça fait un petit moment que je ne suis pas venu, de voir ce que tu leur as appris et comment ils ont évolué. Donc c'est avec plaisir que je reviendrai. Super. Voilà. Bon, merci Didier. Je t'en prie, Caro. Et à très bientôt alors. À bientôt. Ouais. Peace. Et au revoir à tout le monde. Au revoir, oui, pardon.